La semaine dernière, en ouvrant ma boîte électronique de parlementaire, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert une offre de formation d'une improbable école Robert de Sorbon. 500 € de frais de jury pour un diplôme bidon qui ne vaut rien sur le marché de l'emploi et 1200 € pour une procédure accélérée. Robert de Sorbon est pourtant connu des services de l'État, multi-récidiviste, condamné pour arnaque au faux diplôme et ses pratiques commerciales douteuses. On pourrait en sourire tellement c'est grossier, mais les études post-bac sont en proie à cette Robert de Sorbonisation des études supérieures et ce sera l'objet de ma question. Le nombre d'établissements privés à visée lucrative a explosé ces dernières années, aidé par l'inaction des gouvernements macronistes qui, faute de réguler sévèrement ce commerce douteux, préfèrent proposer des réformes paramétriques ou encore pire, un prochain projet de loi qui achève de brouiller les frontières entre le public et le privé et ainsi normalisera l'idée que les études supérieures sont un business parmi d'autres, vieux mantra de la stratégie de Lisbonne. Peut-être espérez-vous faire oublier des années d'adentisme. On se souvient que la DGCCRF a contrôlé 80 établissements, 56% présentaient des anomalies graves, allant de la publicité mensongère à la proposition de diplômes sans habilitation. Les contrôles de la qualité des formations sont insuffisants, les sanctions sont rares et les exclusions quasi inexistantes. Le gouvernement annonce donc aujourd'hui de nouveaux labels, de nouveaux agréments, un nouveau tri sur Parcoursup, mais l'accumulation de labels, RNCP, Calliope, accréditation privée, etc., a déjà rendu le système complètement incompréhensible, sans empêcher les fraudes. Les salons de l'étudiant, qui ont été cités, sont un véritable miroir aux alouettes, sont remplis de ces fausses universités qui prolifèrent aux côtés de celles du public, promettant aux étudiants d'avoir un bachelor ou un master sans passer par Parcoursup et sans spécifier que ces diplômes n'existent pas. La belle aubaine. Bref, combien d'étudiants endettés et en détresse, faute d'orientation fiable, pour des diplômes sans valeur, faudra-t-il encore avant que l'État assume enfin sa responsabilité? Quand interdirez-vous l'enseignement supérieur privé lucratif qui prospère sur l'abandon du service public? Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député. 25% des élèves aujourd'hui sont dans des formations d'enseignement supérieur privé, lucratives ou pas lucratives, et c'est une augmentation extrêmement forte en l'espace de 20 ans, une très très forte dynamique autour de l'enseignement supérieur privé. Nous avons effectivement un projet de loi que j'ai mentionné tout à l'heure qui sera normalement étudié dans les prochaines semaines et qui vise à réguler l'enseignement supérieur privé. Réguler ne veut en aucun cas, et là nous avons probablement un point de désaccord, interdire l'enseignement supérieur privé lucratif ou pas lucratif, parce que je crois qu'aujourd'hui, il existe une très grande majorité de ces formations d'enseignement supérieur privé qui sont de qualité, voire de très grande qualité. Si vous prenez l'exemple des grandes écoles de commerce, la plupart d'entre elles sont des écoles d'enseignement supérieur privé qui sont très reconnus en France et dans le monde, et c'est un exemple parmi d'autres. Donc il y a de très très bonnes formations, il y en a des bonnes. Et là, voilà. Maintenant, il y a aussi des formations qui sont des formations problématiques. Il y a un certain nombre d'exemples, vous en avez mentionné un, il y en a d'autres qui ont fait l'objet qui ont été cités dans différents ouvrages. Et puis, dans le cadre actuel, c'est très difficile de les contrôler. Vous avez raison, c'est plus facile aujourd'hui d'ouvrir une formation d'enseignement supérieur que d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir un commerce, puisqu'il y a très très peu de régulation. Donc il faut réguler, c'est pour ça que ce projet de loi est là. Dans le cadre actuel, nous utilisons beaucoup Parcoursup, puisque Parcoursup, quelque part, est un outil sur lequel on peut justement contrôler ceux qui viennent sur la plateforme. On ne peut pas forcément contrôler ceux qui sont à l'extérieur. Et il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de déréférencements qui sont prononcés chaque année, ou de rappels à l'ordre à des formations au sein des formations de Parcoursup. Le but de ce projet de loi, il est simple, celui qui sera discuté et que vous aurez à discuter, c'est simplement de garantir que derrière une formation, que ce soit Calliope ou que ce soit de l'enseignement supérieur, une formation labellisée par l'État est une formation de qualité. Je vous remercie, Monsieur Saint-Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Qu'il me soit permis de faire un pas de côté et d'interroger la pertinence d'un tel débat en tant qu'il est suscité par le groupe UDR-N. C'est tout de même assez cocasse de constater que ce groupe s'inquiète soudainement des limites du système d'orientation post-bac, alors même que ses membres ont voté année après année les pires lois contre l'université. Les limites sont pourtant claires et elles sont du fait de votre famille politique, qui, on le sait, méprise l'université publique. La première d'entre elles, Parcoursup, un système de sélection made in Macronie dont, à ma connaissance, vous n'avez jamais vraiment contesté la rationalité, un
Un système qui survit selon une logique néolibérale de mise en concurrence, où la prétendue main invisible du marché est censée produire la meilleure orientation possible entre des candidats enjoints au darwinisme social toujours plus tôt. En 2024, plus de 85 000 jeunes se sont retrouvés sans affectation à la fin de la première phase et 77 000 l'année précédente. Plus qu'une limite, c'est un désastre. Deuxième limite, l'université elle-même est asphyxiée budgétairement. Elle est contrainte de voter des budgets en déficit pendant que le privé est largement subventionné et encouragé. Cette année encore, le budget imposé par 49.3 ne fait pas exception dans une université publique où il n'y a déjà ni assez d'enseignants, ni assez de places pour les étudiants. 4 millions d'euros en moins pour la vie étudiante. On se demande d'ailleurs comment le gouvernement compte financer le repas Crous avec, à 1 euro avec ce genre de budget, sauf s'il précarise, coupe dans d'autres dépenses du programme, comme les bourses. En résumé, et là c'est une question un peu latérale, vous l'aurez compris, université publique en crise, largement sous-financée, qui manque de place, assortie d'une plateforme opaque qui sélectionne selon des critères incompréhensibles et laisse des dizaines de milliers de lycéens sur le carreau, et enfin 4000 postes supprimés dans l'éducation nationale, dont moins de conseillers d'orientation, moins d'accompagnement, moins de suivi tout au long du parcours scolaire. Chers collègues de l'UDR-N, si vous cherchez des limites de l'orientation post-bac, regardez donc ce que vous avez voté et ce que vous avez laissé faire, et regardez le désastre que cela représente concrètement pour les lycéens et pour les étudiants. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'il y a un débat dans lequel je vais pas rentrer, que je vous laisserai avoir peut-être entre les deux groupes, répondre à 2 ou 3 points. Peut-être un premier point sur le budget. Rappelez que le budget, donc aujourd'hui, c'est sur le périmètre de la mission recherche enseignement supérieur, qui a un périmètre supérieur à celui du ministère. C'est 750 millions d'euros en plus par rapport au budget de l'année passée, et sur le simple périmètre du ministère, c'est-à-dire université, organisme et vie étudiante, ce sont 350 millions d'euros en plus, avec des charges en plus aussi qui viennent, et mais qui sont compensées aujourd'hui par ces 350 millions d'euros additionnels. Et donc, nous avons un budget qui permet de faire fonctionner efficacement le système de l'enseignement supérieur et le système de la recherche. Des budgets d'université aujourd'hui sont votés en déficit, ce sont des budgets initiaux, et comme vous le savez, il y a toujours une différence très forte entre le budget initial et le réalisé. Très souvent, les dépenses sont significativement en dessous, et puis d'autre part, ces budgets initiaux ont été calculés avant, comme vous le savez, cette rallonge budgétaire qui est apparue au moment du vote final, au moment quelques jours avant le dépôt du 49.3 en question. Donc je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec prudence sur le nombre d'universités qui sont en déficit. Les critères incompréhensibles ou opaques que vous avez mentionnés, encore une fois, je voudrais revenir, monsieur le député, et je crois que vous le savez, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des professeurs, des enseignants de BTS, d'IUT, d'université qui regardent les dossiers. Donc c'est pas des critères incompréhensibles. Ces critères d'ailleurs sont publics aujourd'hui devant chaque formation. Vous avez les critères qui sont utilisés et chaque élève qui est refusé, je le rappelle, peut demander les raisons pour lesquelles il a été refusé. Individuellement, ça fait partie aujourd'hui des droits de chaque élève. Ces droits, je crois, sont relativement peu exploités, mais c'est des droits qui existent aujourd'hui et qui opérationnellement, il y en a qui chaque année le demandent. Donc voilà, critère incompréhensible, je me permets de ne pas souscrire à ce point.